Bonjour à tous, nous sommes en plein cœur de Paris, à 2 pas du Panthéon, devant l'église Saint-Étienne-du-Mont. C'est ici qu'en 1833, Frédéric Ozanam, un jeune étudiant de 20 ans, fonde la Société de Saint-Vincent-de-Paul dédiée au service des pauvres. Catholique militant, fervent, Frédéric Ozanam voulait enserrer le monde dans un réseau de charité. Et bien son rêve s'est réalisé. Cette association travaille à travers 150 pays aujourd'hui et compte 800 000 bénévoles. Frédéric Ozanam a été béatifié par Jean-Paul II en 1997. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, Hors les murs vous propose un portrait spirituel de ce bienheureux. En quoi a-t-il été visionnaire? Quelle est la modernité de son message pour les chrétiens? Et puis dans une société en crise où de nouvelles formes de pauvreté apparaissent, nous verrons où s'exerce la charité, quelles sont les urgences. Voilà, en tout cas, en attendant, je vous propose de découvrir la personnalité de Frédéric Ozanam à travers ce portrait réalisé par Antonin Lebas. Foi, espérance, charité, ces trois vertus théologales, Frédéric Ozanam les vivra tout au long de sa vie. Né à Milan en 1813 d'une mère très croyante et d'un père républicain convaincu, tous deux engagés dans des œuvres sociales, il grandit à Lyon. Élève brillant du Collège Royal, le jeune provincial s'installe à Paris pour ses études supérieures. Étudiant catholique fervent, il se heurte au rationalisme et à l'incrédulité ambiante dans le milieu universitaire. Il est aussi révolté par la pauvreté qu'il rencontre dans les rues de Paris, qu'il surnomme la Babylone de l'Europe. Ozanam a été très tôt concerné par le problème institutionnel de justice. Pour lui, justice et charité étaient absolument inséparables. Alors qu'il participe à la conférence d'histoire fondée par Emmanuel Bailly, où des jeunes étudiants catholiques retrouvent des incroyants pour débattre, Frédéric Ozanam entend un jour cette critique. « Vous vous vantez d'être catholique, mais que faites-vous? Où sont les œuvres qui démontrent votre foi ?» Cet électrochoc le pousse à s'engager au service des plus démunis. Avec des amis étudiants, il fonde à l'âge de 20 ans la conférence de charité, placée peu de temps après sous le patronage de Saint-Vincent-de-Paul. C'est un bagarreur, c'est un homme de science, c'est un éducateur, c'est un scientifique, c'est un actif, c'est un politique, c'est un homme totalement contemporain. On pourrait le mettre aujourd'hui au milieu de nous. Il ne détonnerait pas, au contraire. Il appliquerait ses principes, ses choix. Il défendrait ses causes de la même façon que nous le faisons aujourd'hui et avec tout cet enthousiasme qui est le sien et qui a toujours été le sien. Héros de la charité, Frédéric Ozanam est aussi un grand intellectuel. Docteur en littérature et en droit, il prend la succession de Claude Fauriel à la chaire de littérature étrangère de la Sorbonne en 1840. Il s'efforce de concilier ses convictions de croyant avec sa charge d'enseignant à l'heure où l'Église et l'université sont en opposition. Il enseignait de tout son être avec son intelligence, mais également son cœur. Et il était réellement adoré par ses étudiants. Très souvent, sortant de la Sorbonne, il traversait le jardin du Luxembourg pour rejoindre son domicile et il y avait une cohorte d'étudiants qui l'entouraient, lui posaient des questions. Et vraiment, Ozanam a été un des grands maîtres de l'université, d'un enseignement exemplaire. En 1841, après de longues années d'hésitation sur sa vocation, il épouse Amélie Soulacroix, avec qui il aura une fille, Marie. Un mariage d'amour qui ne fera qu'approfondir sa relation à Dieu. Il avait une délicatesse dans tous les aspects de son lien, de sa relation à son épouse et à sa fille. Jusqu'au moment de sa grave maladie, et ce qui s'est intensifié, cette communion entre lui et son épouse s'est intensifiée d'une manière extraordinaire. J'ai l'impression, évidemment, c'est une interprétation qui ne faisait plus qu'un, réellement. Un couple offert au Seigneur et disponible au Seigneur. Frédéric Ozanam meurt en 1853 à Marseille des complications d'une tuberculose rénale à l'âge de 40 ans. Il est béatifié un siècle et demi plus tard par Jean-Paul II, qui voit en lui un précurseur de la doctrine sociale de l'Église.
Nous sommes dans l'église Saint-Étienne-du-Mont qui fut la paroisse de Frédéric Ozanam. Charles Mercier, maître de conférences en histoire à l'université de Bordeaux, est avec nous. Charles Mercier, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors c'est un lieu qui fut important pour Frédéric Ozanam. Oui, c'est un lieu important puisque quand Frédéric Ozanam, jeune étudiant, arrive de Lyon à Paris, alors qu'il est un petit peu tourmenté par cette ville immense qu'il compare à Babylone, eh bien, le lendemain de son arrivée, il assiste à cette messe à Saint-Étienne-du-Mont et il va trouver du réconfort. Il va être très ému en entendant les grandes orgues qui sont derrière nous chanter la gloire de Dieu. Et donc cette paroisse pour lui est une sorte de ressourcement, de lieu de ressourcement spirituel dans cette ville qu'il découvre alors qu'il est déraciné. Frédéric Ozanam, il a grandi dans une famille catholique. Frédéric Ozanam grandit dans une famille catholique, effectivement, avec des sensibilités sans doute différentes entre sa mère et son père. Son père est un catholique peut-être plus distant. Un de ses frères note qu'il ne revint à une pratique exacte des sacrements qu'à la fin de sa vie. Mais sa mère a une piété très, très importante, une piété enracinée dans le catholicisme lyonnais, qui se manifeste notamment par la visite des pauvres et des malades. Pourquoi, dans le fond, est-ce qu'il s'engage auprès des pauvres? Qu'est-ce qui déclenche ce désir? Eh bien, c'est finalement le désir de prouver que le christianisme n'est pas totalement périmé. Face aux saint-simoniens, qui sont une des idéologies dominantes du XIXe siècle, qui disent le christianisme c'est très bien, ça a fait des merveilles dans le passé, mais aujourd'hui ça n'a plus d'intérêt, eh bien, il se dit qu'il faut prouver la vérité de la foi par les œuvres. Et donc c'est la volonté de prouver quelque part l'importance du catholicisme, que le catholicisme est vivant et nécessaire à la société, qu'il s'engage auprès des pauvres. Qu'est-ce qu'il y a finalement de novateur dans ce qu'il crée? Qu'est-ce qu'il y a de visionnaire? Eh bien, il va changer le rapport aux pauvres, c'est-à-dire que les pratiques de charité dominantes avant les conférences Saint-Vincent de Paul, ce sont les pauvres qui viennent aux bienfaiteurs. Et là, en effectuant la visite du pauvre à domicile, il renverse finalement la relation et il introduit une charité de proximité avec le souci de vivre cette relation sur un pied d'égalité. Chose qui n'existait pas à l'époque. Il reprend quelque part la tradition de Vincent de Paul qui remonte au XVIIe siècle, donc c'est un héritier, mais il la réactualise. C'est une vieille tradition chrétienne qui voit finalement dans le pauvre la personne du Christ. Et donc il n'y a pas de lieu d'être d'une forme de paternalisme. Au contraire, Ozanam dit que quand on voit un pauvre, on devrait se prosterner devant lui, car c'est le sacrement, c'est la présence du Christ. Comme le Christ est présent dans l'hostie, il est présent dans le pauvre. Et donc le pauvre a une dignité infinie à ses yeux. Et quelle est sa modernité? En quoi est-ce qu'il peut venir rejoindre les chrétiens de notre temps? Eh bien, c'est un laïc qui est pris dans une vie familiale, une vie matérielle, dans laquelle beaucoup de catholiques peuvent se retrouver aujourd'hui. Son choix de vie est radical dans un certain sens parce qu'il fait le choix de s'offrir totalement à Dieu, mais il le vit dans le monde avec des biens matériels. Il est préoccupé par des questions de carrière, par sa réputation. Et donc il doit à la fois composer avec tous ces impératifs et en même temps suivre le Christ. Et cette situation toujours un peu difficile, complexe, dans laquelle vivent beaucoup de catholiques, je pense peut parler à nos contemporains. Pour autant, il reste assez méconnu aujourd'hui en France. Pour quelles raisons? Alors tout est relatif par rapport aux grands saints comme Vincent de Paul par exemple ou Thérèse de Lisieux. Il a peut-être un déficit de notoriété. Ce qui fait peut-être sa moindre notoriété, justement, c'est le caractère, on pourrait dire, non spectaculaire de son existence. Il a vécu une existence d'universitaire, il est père de famille, il n'a rien accompli d'extraordinaire ou de spectaculaire. Mais je pense que cette notoriété est sans doute amenée à progresser, notamment si la canonisation progresse. Justement, pourquoi est-ce qu'il devrait être saint un jour? Eh bien, il devrait être saint pour avoir incarné une figure du laïcat totalement dans le monde et en même temps tourné vers le Christ. Je pense qu'il devrait être saint aussi parce qu'il a eu toujours le souci d'être un artisan de paix, de mettre là où il y avait du conflit,
de la concorde, de l'entente, sans être iréniste. Mais il a essayé de réconcilier les catholiques avec la démocratie, avec la République, de faire entrer les uns et les autres dans les points de vue qui pouvaient être opposés et qui divisaient les hommes de son temps. Il a aussi essayé d'être un médiateur entre les bourgeois et les classes populaires. Vous, avec votre regard d'historien, Charles Mercier, qu'est-ce qui vous marque dans la personnalité d'Ozanam aujourd'hui? Ce qui me marque en tant qu'universitaire, c'est la manière dont il essaye d'être à la fois catholique et universitaire, pleinement universitaire et pleinement catholique. Ce qui suppose une position parfois un peu inconfortable, c'est-à-dire être suspecté dans les cercles catholiques de ne pas être tout à fait catholique, parce qu'on a des positions parfois plus avancées ou plus audacieuses sur certains sujets. Et à l'université, eh bien, être soupçonné d'être aussi du côté des cléricaux. Et face à cette situation inconfortable, Ozanam réussit malgré tout à avoir l'estime des uns et des autres, parce qu'il ne fait pas d'attaque personnelle. Il a toujours le souci de dire ce qu'il pense, de se positionner en conscience et selon sa foi, mais dans le respect de ceux qui ne pensent pas comme lui. Merci Charles Mercier. Le message de Frédéric Ozanam a en tout cas séduit des artistes chrétiens d'aujourd'hui, comme on va le voir dans cette comédie musicale montée à l'occasion du bicentenaire. Après une tournée dans le sud de la France, la comédie musicale Ozanam reprend ses quartiers à Paris le 23 mars pour les 3 dernières représentations de la vie du bienheureux, se concentrant plus particulièrement sur le moment où Frédéric Ozanam lance les conférences Saint-Vincent de Paul. 70 jeunes participent à l'aventure. Mais que faites-vous, vous catholiques, pour aider ces pauvres gens? Regarde François d'Assise, Saint-Vincent de Paul. Mais toi, Frédéric, toi, concrètement, tu fais quoi pour les aider? Pour tous ces jeunes acteurs, à commencer par Louis en terminale ES et qui interprète le rôle d'Ozanam, ce jeune homme, interpellé et révolté par les problèmes de son temps, est un exemple à suivre. D'abord, c'était pas facile parce que c'est un personnage pas très connu, mais finalement, on a eu des BD, on a eu beaucoup de témoignages sur sa vie. Et donc, quand j'ai vraiment appris à le connaître, j'ai découvert que c'était un personnage super et que lui, il y a 200 ans, il apprenait à se battre avec ses amis pour vraiment accomplir ce que veut le Christ. Et puis, il était auprès des pauvres et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un beau personnage. Ce qui m'a touché, c'est sa simplicité, son amour et aussi pendant une période de guerre, lui, ce qu'il faisait, c'était vraiment, il pensait à Dieu et il était au service des pauvres. Et ça, j'ai trouvé que c'était super pour une période difficile. Et puis dans ma vie de tous les jours, ça a reboosté ma foi, ça me donne vraiment envie de me battre pour le Christ aujourd'hui. Nous l'appellerons la Société de Saint-Vincent de Paul. La Société de Saint-Vincent de Paul. Ouais. Pour Jean-Marie Peloux, un des 3 metteurs en scène, la vie du bienheureux est une invitation à l'engagement pour les laïcs. À la manière dont Frédéric Ozanam a témoigné socialement dans la rue auprès des pauvres, nous témoignons par le théâtre en témoignant de la vie de Frédéric Ozanam. Vous, là, les autres, avec moi. L'avantage de pouvoir jouer avec 70 jeunes qui sont pleins de fougue, pleins d'énergie, pleins de foi, et qui peuvent véritablement témoigner de leur foi, c'est justement pouvoir se servir de cette énergie pour faire du théâtre au service du Christ. Ce qui est marquant, c'est que Frédéric Ozanam, à l'âge de 20 ans, a fondé la Société Saint-Vincent de Paul. Et ces jeunes-là, ils ont 20 ans, 18, 19, 20 ans, ils ont son âge. Et c'est avec des jeunes comme ça qu'on bâtit l'Église aujourd'hui. On a tendance à regarder les jeunes comme des gens à problème. Non, non, ce sont des gens à solution. Et il faut absolument redécouvrir la grâce de Frédéric Ozanam, qui a donné la chance à ses contemporains pour pouvoir évangéliser et annoncer la bonne nouvelle. Enchaîné, on est en condition spectacle. Nous sommes dans le Jardin des Carmes, un îlot de verdure en plein Paris. À quelques mètres se trouve l'église Saint-Joseph des Carmes qui abrite le tombeau de Frédéric Ozanam. On l'a vu dans le reportage 200 ans plus tard, son message inspire toujours des jeunes chrétiens et certains n'hésitent pas à aller à la rencontre des plus démunis à travers les conférences jeunes. On verra de quoi il s'agit
On retrouvera d'ailleurs dans quelques instants 2 jeunes acteurs du mouvement. Je suis en compagnie de 2 bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Inès et Julien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Julien, je m'adresse à vous en premier puisque ça fait 11 ans que vous êtes bénévole au service de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Vous allez rendre visite chaque semaine à une dame âgée, la même personne, depuis 11 ans. Des liens d'amitié se sont noués au fil des années? Alors, en effet, ça fait 11 ans que je vais voir la même personne à domicile. Je l'ai connue alors que j'étais encore qu'étudiant, même je finissais tout juste mon lycée, donc j'étais très jeune. Et j'ai commencé à la voir. Alors au début, c'était plutôt... Enfin, j'allais la visiter, mais c'était elle qui me donnait des conseils, des petites informations, des orientations pour mes études, etc. Et depuis, j'ai terminé mes études, je travaille, je la visite toujours. La situation a bien changé parce qu'elle marchait à l'époque et aujourd'hui, elle marche beaucoup moins. Elle est par contre toujours aussi seule, donc elle est toujours aussi contente d'avoir de la visite. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé, donné envie de donner du temps pour les autres? Mais tout simplement, j'étais à ma paroisse et j'ai entendu un appel de jeunes qui demandaient de l'aide pour réaliser différentes activités pour le groupe Saint-Vincent-de-Paul et notamment visiter des personnes à domicile. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et donc, je les ai rejoints et ils m'ont tout de suite présenté cette dame. Ça s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'au début, les visites sont un peu formelles, donc on se présente, on ne connaît pas forcément bien la personne, son histoire, etc. Puis elle ne nous connaît pas non plus. Mais très rapidement, les liens d'amitié se tissent et depuis, je suis toujours très content d'aller la voir et j'ai plus l'impression de rendre un service pour une association, mais je suis vraiment avec elle comme une grand-mère pour elle être pour moi. Inès, alors vous, ça fait beaucoup moins longtemps, ça fait quelques mois que vous êtes bénévole. Alors racontez-nous un petit peu pour vous, comment s'est faite cette démarche? Oui, donc moi c'est un peu nouveau, ça fait depuis septembre que j'ai rejoint les sociétés Saint-Vincent-de-Paul. Donc moi c'était une envie aussi vraiment de rendre service aux autres et de façon assez simple, parce que c'est vrai que je suis jeune pro, donc voilà, je voulais pas... Jeune professionnel, vous êtes occupée du coup par votre pas activité. Mal occupée, pas beaucoup de temps, donc je voulais un service régulier, mais qui me laisse quand même une liberté, et c'est le cas puisque donc on a une rencontre mensuelle en équipe et en plus donc on rend un service une fois par mois également, une matinée donc où on accueille en fait les personnes de la rue dans une permanence donc à la Madeleine à Paris. Parce qu'en effet, il faut préciser que les équipes donc sont rattachées à des paroisses. Voilà. Vous êtes tout un groupe de jeunes en fait qui travaillent ensemble. C'est ça, Julien? Exactement, oui. Les groupes Saint-Vincent-de-Paul, on appelle ça conférence Saint-Vincent-de-Paul, mais c'est des groupes. À Paris, on a la chance d'être pas mal de jeunes et pas mal de bénévoles. On est une quinzaine de groupes de 20 jeunes. Et en effet, on a donc des activités différentes. Ça peut être des visites à domicile, des maraudes en soirée, des accueils de jour. Et puis également, on organise des repas, des goûters, des dîners. Et toutes ces activités-là donc, sont très diverses, mais on a l'occasion de se réunir une fois par mois pour relire un peu toutes ces expériences dans une réunion. Et c'est l'occasion de connaître les personnes qui sont rencontrées, qui sont visitées tout au long de l'année à travers les témoignages des autres. Donc on relie comme ça nos expériences et nos différentes activités. Parfois on a besoin de s'épauler, de se donner des coups de main, des astuces, parce que c'est sûr que les bénévoles qui arrivent ne sont pas toujours à l'aise dans les différentes activités. Mais voilà, ça se passe toujours très bien. Et puis après, il y a bien sûr l'amitié qui se tisse aussi entre les membres, ça c'est important, parce qu'on rend un service, mais on est avant tout des jeunes et on est content de se retrouver, de partager aussi cette expérience auprès des plus pauvres. Alors Julien, vous parliez de maraude, on va justement suivre un groupe de jeunes bénévoles qui vont à la rencontre de sans-abri dans un quartier de Paris. À Saint-Pierre-de-Montrouge, la soupe est dans les thermos, les vêtements triés, la conférence jeune de Saint-Vincent-de-Paul est prête à partir en maraude. C'est bien, on est d'accord. Aujourd'hui, Graciane explique à Evelyne, baptisée cette année, est venue aider pour la première fois le fonctionnement de la conférence. En fait, on se répartit les itinéraires, parce qu'on sait toujours les mêmes itinéraires, parce que comme ça, on connaît bien les gens. On les revoit à chaque fois. Je cherchais à m'investir dans la paroisse après mon baptême. Je chemine doucement, c'est le début de mon cheminement dans la foi chrétienne.
Donne-nous des yeux et un cœur pour les pauvres. Je me pose toujours, voilà, pourquoi tu fais ça? C'est pas pour son ego, c'est pas pour se dire c'est bien, t'as fait ta bonne action de la semaine, c'est vraiment pour servir le Seigneur en fait. Donc voilà, dans cet esprit d'ouverture, de s'ouvrir aux autres pour donner, mais pour recevoir aussi. Donner, recevoir, c'est le cœur de la spiritualité de Frédéric Ozanam. Son message est au centre de l'engagement des bénévoles. Est-ce que vous voulez des vêtements? Genre il y a un pull, c'est plus l'hiver mais ça peut être utile, non? C'est bien, hein? Les casquettes, non, c'est plus... J'avais entendu parler de Frédéric Ozanam en prépa. Et surtout j'étais à la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont. Du coup on en parlait encore plus et tout ça. Et comme c'était un universitaire et que je voulais être universitaire, ça m'avait vraiment touchée. Et du coup j'avais commencé à aller à la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Étienne-du-Mont. Non mais du coup on se recroisera. Et vous vous appelez comment? Vincent. Vincent? On s'embrasse? Vincent. D'accord, Graciane. On n'est pas juste un service social. Ce que le SAMU fait ou ce que la Croix-Rouge fait, ce qui est très bien. Mais le but, c'est aussi que ce soit une rencontre du Christ, même si c'est pas évident. Parce que c'est toujours difficile de se dire que dans le SDF avec qui on parle ou avec qui on tente de parler, le Christ est là. Au fil des rencontres, les liens se tissent autour d'un café et d'un gâteau proposés par les bénévoles. Avec ce groupe de Polonais, c'est eux qui cette fois-ci reçoivent quelques bonbons et un verre de vin. Allez, une petite gorgée. Allez, pas trop. Après. Parce qu'après, je titube, je tape l'alcool. Merci. Oui, c'est la solidarité. Ah, zdrowie. Ah, voilà. Certains parlent, d'autres non, mais ces visites, à défaut de sortir les gens de la rue, permettent une rencontre faite de paroles banales et de petits gestes. Un échange où les jeunes apprennent surtout à écouter. Au revoir. Merci. Ce qui compte, en fait, surtout, c'est d'être une oreille, souvent, quand on va les rencontrer. Ils n'attendent pas, alors que nous, on se dit, oh là là, je ne vais pas savoir de quoi leur parler. Ouais, il y en a qui se lancent dans des monologues, on sent vraiment qu'ils n'ont pas parlé à quelqu'un depuis longtemps. Ça, c'est vrai qu'il y a une grande solitude. 22h, fin de la maraude, les jeunes rentrent au centre paroissial pour confier dans la prière chacune des personnes rencontrées. Patrick. Daniel. Lucas. Lucas. Noé. Jacques. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Alors Inès, votre engagement, vous aussi, c'est plus qu'une BA, une bonne action? Oui, bien sûr. Et c'est moi ce que j'apprécie beaucoup dans ce service. C'est que vraiment, là, voilà, ça fait à peu près 1 an que j'y suis et il y a vraiment une évolution dans le contact qu'on peut créer avec les personnes. Elles sont heureuses de venir, elles sont heureuses de nous voir. Et c'est vrai que nous aussi, on est vraiment contents de les retrouver. Et mais ça m'est arrivé une fois de ne pas pouvoir venir un samedi matin. Et c'est vrai que j'étais un peu déçue de rater ma rencontre mensuelle. Pour vous, c'est important cette idée d'un lien qui se construit dans le temps, de tisser une amitié? Oui, je pense que c'est très important parce que c'est pas seulement un service matériel, même si au premier abord, voilà, on accueille pour qu'elles puissent, par exemple, laver leurs affaires, prendre un petit déjeuner, etc. Mais l'important aussi, c'est d'être vraiment à leur écoute parce que c'est des personnes qui ont souvent de grosses difficultés et qui sont en fait très heureuses de pouvoir discuter, de pouvoir parfois avoir des conseils sur certaines choses. Donc voilà, c'est ce lien qui est très important. Cette dimension-là. Oui. Julien, finalement, qu'est-ce qui vous différencie à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, du SAMU social, d'autres associations comme la Croix-Rouge qui font ce travail aussi de terrain, ce travail social? Notre idée, nous, c'est pas forcément de distribuer de la nourriture rapidement et en quantité, mais c'est vraiment de privilégier la relation avec la personne. Donc c'est vrai que même si on fait des maraudes, qu'on apporte par exemple un café ou quelque chose à manger, on veut surtout passer du temps avec la personne. C'est presque un prétexte finalement pour passer du temps avec ces personnes, pour les découvrir, pour les rencontrer et pour partager un moment d'amitié avec eux. Il y a beaucoup d'autres associations qui les aident aussi matériellement, mais qui ne vont pas forcément passer autant de temps avec chacune des personnes visitées. Nous, on veut vraiment privilégier ces relations de personne à personne. Inès, on le voyait dans le reportage, la dimension de prière, elle est quand même aussi importante. Oui. Ça se passe de la même façon dans votre groupe?
Oui, alors ce qui est très intéressant en fait, c'est que donc il y a deux choses. Quand on rend notre service, on le rend de façon vraiment solidaire. On ne parle pas de notre foi, on ne parle pas de tout ça. Mais en revanche, en effet, on a une vie de prière donc, en équipe, d'où l'importance de la réunion mensuelle. Et là, c'est beau parce qu'on prie vraiment pour toutes les personnes accueillies, les personnes rencontrées. Et c'est ce qui fonde aussi notre amitié en équipe, quoi. C'est de pouvoir prier pour les mêmes personnes, puisque souvent on connaît les mêmes. Et voilà, je pense que c'est très important en effet. Julien, oui, je me vois acquiescer à ce que dit Inès. Non, c'est vrai, ouais. On a une vraie partie de réflexion en réunion de groupe. Souvent, en deuxième partie de réunion, après avoir parlé de nos différentes activités et des choses assez matérielles, on aborde un sujet de réflexion en lien avec la charité, en lien avec Saint-Vincent-de-Paul ou Frédéric Ozanam, pour justement développer cette spiritualité vincentienne que nous avons en commun. On est des bénévoles très différents dans tout Paris, des jeunes, des moins jeunes, et pourtant on a cette envie d'aider les personnes dans le besoin. Et donc on essaie de développer cette spiritualité aussi tout au long de l'année avec un cheminement. Donc, Frédéric Ozanam, vous avez dû le découvrir aussi à travers le mouvement. Est-ce que son message, il est toujours actuel, 180 ans plus tard? Oui, c'est vrai, ça paraît une association ancienne, mais pas du tout en lisant ses lettres, elles paraissent vraiment d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous touche, vous en particulier? Son engagement, sa ténacité, il veut vraiment lancer quelque chose, faire changer les choses, aller vraiment vers les plus pauvres et pas seulement se tenir à des discussions, à parler des problèmes de société en réunion, dans un appartement confiné. Non, il veut aller directement auprès des personnes et essayer d'enrôler avec lui de nombreux jeunes pour pouvoir justement aider le plus grand nombre. Oui. Inès, pour vous? Oui, moi ce qui me touche beaucoup, c'est surtout cette aide, mais cette aide vraiment en équipe, quoi. Donc finalement, c'est vraiment un groupe d'amis qui se forme et qui va aider les autres. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas aider les autres tout seul. C'est beaucoup plus agréable de vivre ça vraiment en équipe et entre jeunes. Donc je pense que vraiment, justement, ce message est très actuel. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ont une folle envie finalement de rendre service, mais on ne sait pas forcément très bien comment s'y prendre. Alors, on peut questionner cette folle envie aussi parce qu'on dit aussi beaucoup que les jeunes sont un peu volatiles, aiment le zapping et ne sont pas forcément dans une démarche d'engagement dans la durée. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus et comment est-ce qu'on peut les mobiliser aussi? Julien. C'est vrai, peut-être particulièrement à Paris, on a beaucoup de gens qui sont peut-être de passage pour des études, pour un stage ou un premier travail. Mais ce que je vois aussi, c'est que les jeunes, quand on leur a proposé le service, qu'on leur a montré ce qu'on faisait, ils s'attachent aussi très vite aux personnes qui commencent à visiter ou qui rencontrent dans la rue. Et ils sont touchés vraiment personnellement. Et même s'ils ne continuent pas forcément dans notre groupe, ils quittent des fois, ils changent de quartier, ils changent de ville. Et j'ai eu beaucoup d'échos. Des fois, j'ai retrouvé des bénévoles quelques années plus tard qui m'ont dit « Ah mais tu sais, on n'a jamais arrêté, on a continué dans un autre groupe, dans telle ville ou dans un autre quartier de Paris. » Parce qu'ils nous ont dit ben oui, ça nous a paru évident de continuer. Et puis il ne faut pas forcément voir aussi ce service comme quasiment un travail. Ça devient vite quelque chose qui fait partie de notre vie, d'aller rencontrer une personne, d'aller partager un moment avec elle. Donc les gens ils ont l'impression de s'investir dans une association, que ça prend tout de suite une place énorme dans leur vie, alors que finalement c'est tout à fait naturel. La première fois c'est difficile, il faut se lancer, mais après ça devient naturel et on a envie de revoir les personnes en fait. Est-ce que aussi le fait de rencontrer ces personnes démunies, est-ce que ça change votre façon de vivre? Moi déjà ça change ma façon de voir les personnes de la rue. Par exemple maintenant quand je vois des personnes dans le métro ou dans la rue, j'ai beaucoup plus de facilité à aller leur parler, ne serait-ce que de leur dire bonjour, de leur dire un ou deux mots. Alors qu'avant pour moi c'était vraiment un monde inconnu, le monde tous les SDF qu'on peut croiser. Donc ça déjà ça a changé ma vision des choses. Et après je pense que c'est important de réussir à rendre ce service parce qu'on se rend compte que finalement, même si pour l'instant ma vie me semble facile, etc., tout peut basculer finalement un peu du jour au lendemain. On le voit bien quand ces personnes parlent de leur passé, c'est souvent des personnes qui avaient un travail, qui avaient une famille, et puis tout d'un coup on se retrouve dans la rue. Et donc c'est beau de rendre service en se disant que ça peut nous arriver aussi. C'est vraiment un acte de solidarité et voilà, moi je c'est comme ça. Julien. Et puis il ne faut pas oublier qu'on reçoit aussi beaucoup plus souvent que l'on donne. On donne un peu, c'est vrai, de notre temps, de
notre argent éventuellement, mais on reçoit tellement qu'on en ressent beaucoup plus riche que... Et vous, ça change aussi votre manière de voir le monde? Oui, bien sûr, c'est vrai, face à la solitude surtout, c'est impressionnant de voir autant de personnes seules. Moi j'en visite une, mais avec les différents bénévoles de mon groupe, on en visite pas mal et on se dit c'est fou de voir autant de gens seuls, qui ont des enfants, des petits-enfants et qui sont pourtant on peut visiter. Et c'est vrai que ça pose des questions aussi sur des choix de vie, sur son entourage même. Merci à tous les deux. Merci à vous. Alors l'initiative de Frédéric Ozanam, elle a franchi les frontières. Aujourd'hui, son action s'est répandue à travers 150 pays dans le monde. C'est le cas notamment au Canada, dans la province du Québec. Vous allez le voir, Frédéric Ozanam n'a rien perdu de sa modernité. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lorsqu'il y a les pires catastrophes. Mais c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Je suis au Conseil économique, social et environnemental où se tient un colloque international organisé par la Société Saint-Vincent-de-Paul à l'occasion du bicentenaire de Frédéric Ozanam. 300 bénévoles venus du monde entier y participent. Parmi eux, Louise est venue du Québec. Louise, bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric Ozanam, il a franchi en quelque sorte l'Atlantique. Il est arrivé jusqu'au Canada. Sa sensibilité a franchi l'Atlantique et son œuvre et son message, oui, sont arrivés au Canada au 19e siècle, oui. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous engager, de suivre un peu son message, sa cause ? Moi, je me suis engagée professionnellement avant de m'engager de façon bénévole parce que j'étais complètement omnibulée par l'histoire de cet homme charismatique qui avait déjà à son époque un message révolutionnaire. Alors, donc, c'est ça qui fait que je me suis engagée. Et par la suite, c'est inspiré de l'action bénévole des gens sur le terrain qui, à tous les jours, justement, pratiquent le message de Frédéric Ozanam qui est d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Justement, parlez-nous un petit peu de ces formes de pauvreté qui existent au Québec, là où vous vivez. Bien, c'est un peu insidieux parce que justement, on compare le Québec à un endroit fabuleux, le Klondike, le nouveau Klondike, où on arrive et instantanément on a un job et tout ça. C'est vraiment pas le cas. J'aime beaucoup mon coin de pays. C'est encore un pays prospère. Mais par contre, il y a un niveau de pauvreté qui est alarmante. 19% des familles vivent sous le seuil du salaire minimum, c'est-à-dire, là, j'oserais peut-être pas comparer les chiffres, mais ça ressemble en dessous de 18 000 euros par année. Et ces familles qui doivent composer avec un état précaire, une situation économique précaire, se retrouvent souvent dans un état de demander parce qu'ils n'ont pas à la fin du mois suffisamment d'argent pour nourrir leurs enfants, nourrir leur famille. Ça, c'est un niveau de pauvreté. La pauvreté se décline de trois façons. Comme je disais, il y a la question financière, il y a la question aussi des nouveaux immigrants. Alors, on pense justement que le Québec, c'est le Klondike. Alors, on vient, on est immigrant, et qu'est-ce qui arrive? On n'a pas d'emploi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on n'a pas d'emploi, on n'a pas de revenus, et on se retrouve avec rien. Alors, donc, ces nouveaux immigrants font partie des bénéficiaires de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et le troisième facteur, c'est les familles monoparentales qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Alors, la pauvreté a changé de visage. Elle est plus présente que jamais. Et justement, donc, quelles sont les actions que vous engagez?
C'est-à-dire que d'abord, la Société Saint-Vincent-de-Paul fait partie de nos mœurs, elle fait partie de qui nous sommes. Chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui a été aidé par la Société Saint-Vincent-de-Paul. On est tous allés porter des vêtements à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Depuis que je suis toute petite, moi, je connais la Société Saint-Vincent-de-Paul, sauf qu'elle est associée à quelque chose d'un peu vieillot. Alors, ce qui fait que maintenant, on cherche des mécanismes, on identifie et on les réalise d'ailleurs, des mécanismes pour assurer une relève, pour que la relève soit là. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'elle est sur le terrain. Au Québec, il faut bien savoir que nous avons 319 conférences qui sont dans différentes régions du Québec et elles sont vraiment près des gens. Merci beaucoup, Louise. Alors justement, on va voir en images quelques temps forts de ce bicentenaire, avec notamment ce colloque international ici, et puis également une messe d'action de grâce présidée par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, en la cathédrale Notre-Dame. Plus de 300 participants en provenance de 32 pays des 5 continents se sont réunis à Paris pour célébrer le bicentenaire de Frédéric Ozanam. L'occasion pour les Vincentiens de se rencontrer et de partager leur expérience de terrain, très différente d'un pays à l'autre. Autre temps fort de ce bicentenaire, une messe d'action de grâce présidée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, en la cathédrale Notre-Dame. Par bien des aspects, notre société partage et prolonge la déchristianisation de la France du XIXe siècle. Comme elle juxtapose de grandes réussites économiques et techniques avec des poches de misère de plus en plus criantes. Comme elle développe une ignorance profonde du christianisme et de son apport spécifique à la recherche du bien commun. Aujourd'hui comme hier, nous sommes appelés à un nouvel effort d'évangélisation dont les 2 piliers ne peuvent être autres que l'annonce de la vérité et le service des pauvres. Nous sommes au siège de la Société de Saint-Vincent-de-Paul où nous retrouverons Bertrand Housset, président de l'association. Bertrand Housset, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque où vivait Frédéric Ozanam ? Eh bien, il y a de nouveaux fléaux qui, je veux dire, se sont abattus sur notre société contemporaine et qui sont autant de défis pour nous. Par exemple, l'exclusion territoriale, c'est-à-dire ces banlieues qui reproduisent de la misère d'une génération sur l'autre, qui sont des lieux de pauvreté endémique, l'éclatement de la famille, avec je veux dire, toute la kyrielle de difficultés qu'elle entraîne, la fracture culturelle, l'illettrisme n'a pas reculé, il s'est même, du fait notamment de l'immigration, développé. Et puis la souffrance au travail, qui est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas dans les mêmes conditions au 19e. Mais c'est donc une société fortement, je dirais, menacée par des fléaux sociaux nouveaux et qui tous ont un point commun par rapport à nous, c'est qu'ils nécessitent tous, je dirais, un accompagnement bienveillant, une relation personnalisée, au-delà de ce qu'on peut leur apporter comme soulagement matériel, physique ou monétaire. Je dirais, dans tous les cas, la détresse va bien au-delà des difficultés matérielles qui existent et qu'il ne faut pas évidemment pour autant sous-estimer. Mais par exemple, nous, quand on fait de la distribution alimentaire ou vestimentaire, on le fait, c'est important, mais c'est l'occasion d'établir un lien avec une personne, cette relation personnalisée, pour nous, doit déboucher sur une relation d'échange et de réciprocité. Et c'est ça que nous recherchons. Et c'est là où, je dirais, l'engagement vincentien, tel que Frédéric Ozanam l'a entendu, qui est un engagement de longue durée, trouve toute sa pertinence, toute sa force. Parce que bien sûr, quand vous arrivez vers quelqu'un qui est démuni, qui est dans la détresse, vous arrivez riche. Et cette richesse est une énorme barrière. Donc il faut trouver... le terrain d'échange, il est sur vos faiblesses à vous et les siennes. Et c'est pas toujours facile. Mais c'est en partageant nos fragilités qu'on s'enrichit mutuellement.
Alors il y a aussi une cause pour laquelle vous vous êtes engagé depuis plusieurs années, c'est la solitude. Tout à fait. C'est vraiment peut-être la solitude qui est le plus grand mal aujourd'hui dans notre société ? Je pense que c'est un point commun de toutes les détresses. Enfin, en réalité, ça recouvre des situations extraordinairement différentes. Et derrière la solitude, eh bien, il y a ce besoin de retisser le lien social et de recherche de relations personnelles. Parmi les personnes souffrant de solitude, les femmes sont particulièrement touchées. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Isabelle, accompagnée par la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il est des vies faites de succès, de réussite. Et puis il y a les autres, les anonymes. Isabelle est de ceux-là. Elle porte depuis toujours le poids d'une existence trop lourde, comme un fardeau. Isabelle a une quarantaine d'années, une petite fille de 8 ans qu'elle a toujours élevée seule, comme elle a pu. J'étais avec une personne qui buvait et la vie n'était pas facile avec lui. Et puis, comme ma fille était suivie par un éducateur, à la fin, ils me l'ont placée. La séparation a été très difficile pour nous deux. Depuis, Isabelle ne voit plus sa fille que le week-end. Mais au-delà du choc affectif, elle doit apprendre à vivre avec ce vide, ce sentiment de manque. Une souffrance au quotidien sur laquelle elle ne peut agir. Car Isabelle ne travaille pas, elle passe ses journées seule chez elle. J'aime pas la solitude. Parce que c'est un moment où l'on rumine et puis on repense au passé. Pour Isabelle, ce sentiment d'isolement est synonyme d'angoisse. Comment combler le vide, trouver du sens à la vie? Depuis le départ de sa fille, ses journées s'écoulent sans saveur. Une fois par mois, Bonjour Patrick. Bonjour Isabelle. Patrick vient rompre cette solitude. Il est bénévole à la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours, non? Patrick n'a pas de véritable mission. Il vient discuter tout simplement, parler de tout et de rien avec Isabelle. La solitude, c'est pas une maladie, mais c'est un état de fait qui fait que l'on s'enferme sur soi-même et on a des risques de dépression très graves. Et on a des risques de tomber dans l'alcoolisme, on a des risques de tomber dans la violence. Depuis quelques mois, Isabelle remonte la pente, mais la route est encore longue. Pour elle, c'est d'abord le besoin de sortir, de voir du monde. Alors elle s'est acheté une petite voiture sans permis. En moins d'1 an, elle a déjà fait près de 17 000 km. Car sa voiture est devenue une sorte de refuge, un cocon qui lui donne le sentiment de fuir sa solitude. Ça me permet de sortir et ne pas rester à la maison, quoi. M'évader. J'écoute de la musique, je pense à rien, j'essaye d'oublier cette solitude qui me pèse. Dans quelques heures, Isabelle va retrouver sa fille pour le week-end. 2 jours volés à la monotonie, à la solitude. Et puis, il faudra reprendre, trouver la force de continuer. Bertrand Housset, des personnes comme Isabelle, il y en a de plus en plus ? Oui, il y en a de plus en plus. C'est un cas typique de rupture du lien familial dans tous les sens. La Société de Saint-Vincent-de-Paul y est confrontée de façon massive, je dirais massive. Pour que les bénévoles puissent, je dirais, aborder ces rencontres dans les meilleures conditions, on forme les bénévoles à la visite, à l'écoute. Il y a des formations importantes. On n'est pas professionnel du tout. Notre métier n'est pas... Enfin, on n'a pas de métier, justement. Mais on forme les bénévoles et on les forme aussi pour qu'ils sachent passer le relais quand les situations sont trop difficiles à des professionnels. On peut rencontrer évidemment des problèmes psychiatriques, des problèmes qui relèvent de pathologies diverses.
ou d'assistante sociale. Alors par votre fonction, vous avez une vision d'ensemble des besoins de la charité en France. Quelles sont les urgences et les défis à relever? Pour des chrétiens, il y a, je dirais, des zones où, pour des raisons historiques, sociologiques, je dirais, les chrétiens sont très peu présents. Je pense notamment aux banlieues des grandes villes où, je dirais, un certain nombre de processus ont relégué beaucoup de gens issus de l'immigration, donc qui ne sont pas majoritairement de culture chrétienne. Et du coup, c'est des zones très déchristianisées et où donc, les chrétiens ne sont pas présents, alors que la misère est malheureusement endémique et s'y reproduit. Et cette attention aux pauvres, c'est notre vocation de chrétien? C'est notre vocation de chrétien, tout à fait. C'est d'ailleurs le message du pape François. Et je voudrais insister sur une chose qui me paraît importante, c'est que Frédéric Ozanam, notre cofondateur, et on ne le sait pas assez, était un tertiaire franciscain et était très marqué par la démarche franciscaine. Il a lui-même traduit les Fioretti de Saint François. Enfin, et il y a une continuité de démarche en direction des pauvres, mais justement de l'accompagnement personnalisé des pauvres, de Saint François, de Philippe de Néry, de Saint Vincent de Paul, et évidemment reprise par Frédéric Ozanam. Alors avant de nous quitter, Bertrand Housset, est-ce qu'il y a pour ce bicentenaire un lieu où l'on peut aller prier, où les chrétiens peuvent se rendre pour célébrer ce bicentenaire de Frédéric Ozanam? Eh bien, ce lieu, c'est la crypte de Saint-Joseph des Carmes que nous avons, avec le concours de la ville de Paris, complètement, je dirais, restauré et qui est, je dirais, désormais accessible et dans de très bonnes conditions, rue de Vaugirard. Et nous avons obtenu l'accord de la ville de Paris pour mettre une plaque sur la rue de Vaugirard de façon à indiquer que cette crypte est là, ce qu'on ne sait pas toujours. Merci Bertrand Housset. Merci à vous. Voilà, on arrive à la fin de ce Hors les murs consacré à Frédéric Ozanam. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul, je vous invite à consulter son site internet qui s'affiche sur vos écrans. Et puis bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ktotv.com. On va se quitter en images avec un extrait de lettres de Frédéric Ozanam lu dans un spectacle qui sera en tournée en France. Très bonne semaine à tous, au revoir. Plus que la formule, l'idée d'exploitation de l'homme par l'homme flottait dans l'air du temps, accompagnant les révolutions politiques et la révolution sociale. Cette dernière traduisait l'exaspération d'une société de labeur qui n'avait pas le droit de se rassembler et ne pouvait pas se faire entendre. Ozanam devenait en quelque sorte leur porte-voix. C'est à nous, catholiques, de ranimer la chaleur vitale qui s'éteint. C'est à nous de recommencer le grand œuvre de la régénération. Fallut-il recommencer l'ère des martyrs? Resterons-nous inertes au milieu du monde qui souffre et qui gémit? Et nous, ne ferons-nous rien? Longtemps, le but de la société fut l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire d'une part tyrannie et de l'autre l'esclavage. Le journal des débats, organe du ministère, a soulevé l'indignation publique en traitant la classe des ouvriers de barbares et d'ennemis. D'un côté, la puissance de l'or, de l'autre, la puissance du désespoir. Voilà l'utilité possible de notre société de Saint-Vincent-de-Paul. La charité ne doit jamais regarder derrière elle, mais toujours devant. La charité est une tendre mère qui tient les yeux fixés sur l'enfant qu'elle porte à la mamelle, qui ne songe plus à elle-même et qui oublie sa beauté pour son amour. L'ordre de la société repose sur deux vertus, justice et charité. Que la charité fasse ce que la justice seule ne saurait faire.